Ravi de vous retrouver sur France 24, il est 13 h à Paris. Place tout de suite à l'info du jour. Le président ukrainien est aujourd'hui reçu à l'Elysée. Deuxième étape de Volodymyr Zelensky dans le cadre de sa tournée européenne. Une visite pour s'assurer du soutien militaire et politique de ses alliés. Le voilà rassuré, la France vient de lui promettre 100 rafales. C'est l'info de cette journée. On va la décrypter dans quelques instants avec notre invité Nicolas Tenzer. Bonjour, et merci d'être à nos côtés. On sera également en direct avec Johan Baudin qui est notre envoyé spécial et qui attend précisément l'arrivée des deux présidents sur place. On vous retrouve dans quelques instants. Bonjour Johan. Au sommaire de cette émission, il y a aussi cette audience très attendue dans le monde du foot français. Kylian Mbappé et le PSG ont rendez-vous au Prud'homme de Paris. Le capitaine des Bleus va réclamer à son ex-employeur le versement de 55 millions d'euros d'impayés ainsi que la requalification de son CDD en CDI. Benoît Perrochet nous dira tout dans le Club France 24 à 14 h heure française. Et puis derrière l'image qui nous conduira en Allemagne à l'heure où Berlin annonce lever ses restrictions d'exportation d'armes vers Israël. On s'intéressera à la mobilisation de la société civile pour les Palestiniens avec Stéphanie Fillon, une enquête qui vient d'être réalisée pour Enter. Elle sera parmi nous à 14 h 30 heure de Paris. Allez, une image forte en direct pour débuter ce 13 h, l'arrivée de Volodymyr Zelensky accueilli dans la cour de l'Elysée. Ça se passe en ce moment même à Paris, au lendemain donc d'un déplacement en Grèce, à la veille d'une étape espagnole. Le président ukrainien évolue depuis ce matin aux côtés de son homologue français, une étape essentielle, très militaire dans son contenu. Kiev cherche effectivement à consolider le soutien européen dans un contexte extrêmement tendu sur le terrain. C'est la 9e fois en 3 ans qu'il est ainsi invité à l'Elysée. Les deux présidents vont donc s'entretenir pour cette nouvelle étape. La rencontre a déjà débuté tôt ce matin. L'Ukraine qui est probablement rassurée justement au moment où l'on se parle, puisqu'on a appris tout à l'heure ce contrat historique. La France va vendre 100 rafales à Kiev, plus gros contrat à l'export jamais passé jusque-là. Au-delà de l'annonce, on va s'intéresser évidemment au sujet. Quel changement attendre avec le fleuron de l'aviation française, s'il est livré à temps? Parce que la question des délais est déjà pointée du doigt, alors que sur le terrain, la situation presse. Les Russes annonçant chaque jour de nouvelles prises dans l'Est. Nicolas Tenzer, bonjour, politologue, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions évidemment stratégiques et internationales, auteur de ce dernier ouvrage, Fin de la politique des grandes puissances. On vient de le vivre en direct à l'instant. Il y a une conférence de presse qui va suivre et qu'on va faire vivre en direct à nos téléspectateurs. 9e fois qu'il se rend à Paris, Volodymyr Zelensky. En quoi celle-ci est différente des autres ? Elle est très différente dans la mesure où là on n'est plus dans un schéma de coalition des volontaires hypothétique comme avant, on n'est plus dans je dirais des négociations éventuellement sur ce que la France pourrait faire ou ne pas faire. On est sur du dur, c'est-à-dire qu'on est sur un contrat d'armement qui effectivement est le plus important pour l'Ukraine, en tout cas entre un pays européen et ce pays, avec la livraison potentielle, je dis bien potentielle, il faut être quand même extrêmement prudent, de 100 rafales. 100 rafales, d'abord c'est effectivement un contrat gigantesque, c'est vraiment le contrat du siècle pour Dassault, mais au-delà de cela, ça veut dire que l'Ukraine va disposer des 100 avions de combat les plus performants au monde, qui sont certainement plus performants que les F-35 américains. Il n'y a jamais été d'ailleurs question de livrer des F-35 à l'Ukraine. Et on va monter en gamme, c'est-à-dire par rapport aux Mirage qui ont déjà été livrés, les Rafales, c'est quelque chose de totalement nouveau. Maintenant, il y a quand même beaucoup de questions. Vous en avez évoqué quelques-unes. Premièrement, on sait que les chaînes de production Dassault sont encombrées jusqu'en 2029, donc encore pour 3 ans et demi. Est-ce qu'il va y avoir, au moins pour les premières livraisons, une sorte de passe-droit donné à l'Ukraine pour des raisons politiques? Parce qu'il y a cette urgence que vous décrivez, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Il faut vraiment livrer des choses maintenant, le plus possible maintenant, tout de suite. Deuxièmement, est-ce que les pilotes ukrainiens, on peut le penser, ont déjà été formés sans que cela se sache? Parce que la formation sur les Rafales, c'est beaucoup plus compliqué que la formation sur les Mirages. Et troisièmement, est-ce que ces avions vont être livrés à l'Ukraine sans aucune condition d'emploi, sans aucune restriction en termes de portée, en termes de cible, en termes d'usage? Et ça, c'est fondamental pour l'Ukraine.
On va regarder de quoi justement il est question aujourd'hui quand on aborde alors pas encore un contrat, hein, les deux dirigeants ont signé ce matin une lettre d'intention, c'est comme ça que c'est vendu, mais bon, Volodymyr Zelensky avait déjà vanté un accord historique ces derniers jours. On va regarder tout de suite donc en images de quoi il est question et quels en sont les enjeux donc de cette séquence avec Johanna Sittruck. Regardez. L'image est symbolique. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky avancent côte à côte, avec derrière eux un exemplaire du Rafale, fleuron de l'industrie aéronautique française, tant espéré par le président ukrainien. Après des mois de négociations, les choses semblent se concrétiser. Les deux dirigeants ont signé une lettre d'intention pour l'achat de 100 Rafales au maximum. Les prémices d'une future commande qui pose déjà des limites. D'abord, une limite de temps. Il faut compter environ 3 ans pour former les pilotes ukrainiens à l'utilisation des Rafales. Ensuite, une limite de capacité. La France sera-t-elle capable de livrer autant d'appareils de combat ? L'entreprise Dassault, qui en a la charge, a déjà augmenté sa production cette année pour passer d'un seul à 4 ou 5 avions produits chaque mois. La cadence est donc loin d'être suffisante, à moins que Paris ne livre à Kiev des Rafales de sa propre flotte. Mais ce geste n'est pas sans risque et pourrait provoquer la colère de la Russie. Pour l'heure, l'Ukraine utilise déjà des Mirage français, différents appareils soviétiques, des F-16 de fabrication américaine et bientôt également des Gripen suédois. Kiev a récemment signé une lettre d'intention pour acheter 100 à 150 exemplaires. Voilà, cette lettre d'intention qui a donc été signée ce matin et les deux présidents qui viennent de se mettre en place au pupitre pour cette conférence de presse. Volodymyr Zelensky, vous le voyez, vous allez voir en direct tout sourire et on peut comprendre, on va peut-être commenter en un mot avant qu'ils ne prennent la parole tous les deux. C'est quand même une séquence qui fera date dans cette guerre. Oui, cette absolument. rencontre, la 9e, oui, elle est peut-être un peu plus importante que les autres. Elle est plus importante parce qu'encore une fois, 100 avions Rafale, le jour où ils seront là, mais il faut que ce soit rapide, c'est vraiment un facteur de changement majeur. Parce que c'est vraiment la faiblesse aujourd'hui de l'Ukraine, c'est l'aviation. Deuxièmement, il faut savoir qu'il y a d'autres contrats derrière. Hein. Il y a eu aussi des contrats sur des systèmes de défense antimissiles Mamba qui sont essentiels. Mais c'est le Rafale qu'on retient parce que c'est un symbole finalement. Mais c'est un symbole et effectivement, c'est un avion unique au monde. Voilà, un avion unique au monde, encore faudra-t-il pouvoir le livrer à temps. Ça, c'est un vrai sujet. On sait qu'aujourd'hui, on arrive à en produire à peu près 3 par mois. Quand on parle de 100 Rafales livrés à l'Ukraine et qu'on sait que d'autres pays ont déjà commandé des Rafales et sont dans l'attente, oui, c'est pour ça que je parlais de coupe-fil. C'est-à-dire que, est-ce que pour des raisons politiques, la France, mais elle devra le négocier avec les autres clients, évidemment, de Dassault, va bénéficier d'un coupe-fil parce qu'il y a des raisons d'urgence. Parce qu'aujourd'hui, il y a 3 conditions. Il faut d'abord abattre les missiles russes qui frappent les populations civiles ukrainiennes, on le sait, avec une intention de tuer, de détruire depuis 3 ans et demi. Que deuxièmement, il y a la situation sur le front. Et que troisièmement, il faut utiliser aussi les Rafales pour frapper les bases militaires russes, les dépôts de munitions dans la profondeur du terrain russe. C'est aussi à ça que ça sert et ça, c'est urgent. Et il faut vraiment gagner la guerre. Parce qu'Emmanuel Macron est en train de prendre la parole pour cette conférence de presse qu'on vous fait vivre donc en direct sur notre antenne. C'est avec un profond sens des responsabilités, un profond respect que j'accueille à nouveau le président Volodymyr Zelensky à Paris. Il faut que l'interprétation fonctionne. Non, mais c'est important. Est-ce que les interprètes sont en cabine ? Est-ce que les interprètes sont en cabine ? Non. Alors visiblement, des soucis techniques chez nous et chez eux aussi, parce que pas d'interprète en cabine, ou en tout cas, le président ukrainien n'a pas le retour, n'a pas la traduction. Donc, si vous nous rejoignez, sachez que le président ukrainien est reçu à Paris pour la 9e fois depuis le début de cette guerre et qu'ils se sont déjà pas mal déplacés depuis ce matin avec le chef de l'État français. Se sont rendus sur la base aérienne de Villacoublay ce matin avant de se rendre au Mont Valérien où a donc été annoncée la signature de cette lettre d'intention, la livraison
livraison, ou en tout cas l'intention de vouloir pouvoir livrer à terme jusqu'à 100 Rafales aux forces ukrainiennes qui entend constituer cette flotte quand même, 250 appareils au total. On entend quand même une petite musique au loin qui nous dit que l'Ukraine essaye de se désengager des Américains, essaie de trouver ailleurs ce que Washington ne lui a pas fourni avant. Ah ben, bien sûr, parce qu'on sait très bien que d'ailleurs les Américains n'ont jamais fourni eux-mêmes de F-16. Hein. Ce sont d'autres pays qui disposaient de F-16 américains qui en ont fourni en petite quantité. Que deuxièmement, on voit Trump quand même en fait très très peu allant dans le soutien à l'Ukraine. Il refuse aussi de fournir des Tomahawks, qui sont des missiles à longue portée américains qui auraient pu être décisifs. Que de toute manière, le soutien américain, il n'est pas du tout garanti à long terme. Donc bien sûr, le président Zelensky doit se reposer sur deux choses. D'abord, effectivement, sur le soutien européen, et notamment français, mais aussi allemand, suédois, etc. Et deuxièmement, sur ses propres forces, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Ukraine, cette année, aura produit 4 millions de drones, que c'est le pays le plus avancé technologiquement dans la production, qu'elle a lancé dans la fabrication de missiles à longue portée Flamingo. Voilà, donc l'Ukraine avance aussi de son côté. Le moment est important. Voilà, il en sera question cet après-midi des drones ukrainiens d'ailleurs, mais on va d'abord écouter Emmanuel Macron aux côtés de Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, dans un moment difficile, je le sais, de ce conflit. Depuis le premier jour de l'agression russe, la France a fait un choix clair, celui du soutien sans ambiguïté, sans relâche à l'Ukraine. Et ce soutien n'est pas simplement un devoir moral, c'est un engagement profond en faveur de notre sécurité collective, celle de notre continent et celle de tous les Européens. De l'autre côté, la Russie, seule, a fait le choix de la guerre. Rien ne justifiait ce choix, aucune menace, aucune réalité, sinon celle fabriquée dans un mépris total pour la vérité, avec des réflexes et des instincts qui sont ceux d'une puissance qui ne parvient pas à digérer son histoire et ses instincts impérialistes et, pour tout dire, néocoloniaux. La Russie seule, aujourd'hui, fait le choix de poursuivre cette guerre et même de l'intensifier. Je rappelle que depuis le mois de mars dernier, vous avez avec clarté redit votre disponibilité à la paix et que, suite à des initiatives américaines soutenues par les Européens et au travail important que nous avons conduit ces derniers mois, tout est prêt pour la paix. La Russie seule s'y refuse. Et l'intensification des frappes contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine est une preuve supplémentaire de cette agressivité et de ce cynisme. Et je veux ici les condamner avec force, tout autant que les attaques contre les civils. C'est aujourd'hui la preuve que la Russie poursuit un objectif qui est celui de prendre le contrôle de votre territoire et de ne pas agir conformément aux engagements qu'elle avait pris. Personne ne croit aujourd'hui la Russie quand elle entend faire croire qu'elle veut la paix ou quand elle accuse les autres de l'empêcher. Alors face à cette obstination, à cette intransigeance, à ces attaques inacceptables contre les civils et les infrastructures énergétiques et critiques, face à ce qui est devenu aussi une forme d'addiction de la Russie pour la guerre, nous demeurons, nous, déterminés et entêtés pour la paix. Et pour une paix juste et durable, c'est-à-dire qui préserve les droits légitimes de l'Ukraine, sa sécurité et celle de tous les Européens. Nous ne négligerons rien pour y parvenir, avec tous nos partenaires européens et avec tous les membres de la coalition des volontaires que nous avons, je le rappelle, lancée en février dernier, ici, à Paris, avec aussi les États-Unis et tous les pays de bonne volonté qui croient dans les valeurs de la Charte des Nations Unies et prennent au sérieux leurs responsabilités pour maintenir la paix. C'est cette détermination que nous avons projetée ce matin dans les 2 premiers moments forts de votre visite, cher Volodymyr. D'abord, sur la base aérienne 107 de Villacoublay, nous avons signé ensemble une déclaration d'intention sur l'acquisition par l'Ukraine d'équipements de défense. Cette déclaration, nous l'avons bâtie sur l'intensification de notre coopération en matière de défense, dans le contexte de la guerre d'agression de la Russie, et sur notre engagement dès le premier jour aux côtés de l'Ukraine pour l'aider à se défendre, à renforcer son armée, ses capacités, dans le cadre des différentes coalitions dont nous avons pris la tête ou auxquelles nous avons activement contribué. Sans être exhaustif, mais les Césars, le SAMT, les Mirage 2000, nombre de missiles et de bombes livrés ont tous fait leurs preuves sur le terrain au cours des 3 dernières années et demie et sont la base de cette collaboration. Aujourd'hui,
nous franchissons une nouvelle étape. Avec cet accord, nous continuons à miser sur le rapprochement et l'intégration de nos industries de défense pour continuer à soutenir l'Ukraine, la modernisation de ses forces armées qui restent en première ligne et qui sont la première ligne de défense de l'Europe, et la dissuasion contre l'agression. Et nous le faisons dans la durée, actant également que la capacité à régénérer l'armée ukrainienne est un élément décisif de notre sécurité à tous. Cet accord prévoit ainsi un renforcement de la coopération bilatérale immédiat et sur les 10 prochaines années, avec l'acquisition de capacités décisives à très court terme, drones, intercepteurs de drones, bombes guidées et des engagements de production d'ici à la fin de l'année et sur les 3 années qui viennent. Ce sont les livraisons immédiates et nous donnons de la visibilité aux armées ukrainiennes sur ces capacités qui ont déjà commencé. Ensuite, avec l'acquisition de nouveaux systèmes de défense antiaérienne, SAMT de nouvelle génération. Ils sont en cours de développement. Dès 2026, une étape décisive sera passée et l'accord est donné de pouvoir les déployer ainsi sur le sol ukrainien. Ils viendront compléter des capacités que vous connaissez déjà, mais avec des performances nouvelles. Et puis l'acquisition jusqu'à 100 Rafales, donc nos chasseurs de dernière génération, avec leur armement complet. C'est là une nouvelle génération qui s'ouvre après la livraison des Mirage 2000, qui avait été actée il y a plusieurs mois, et la formation des pilotes. Et donc nous allons déployer cet engagement justement d'acquisition de 100 chasseurs Rafale, avec les programmes de formation qui doivent les accompagner, et les programmes évidemment de production. Nous prévoyons pour tout cela un renforcement de notre coopération bilatérale, actant de la complémentarité de nos industriels et donc dans beaucoup de ces capacités aussi des coproductions avec le développement de projets communs sur le sol ukrainien, en particulier en matière de drones et d'intercepteurs de drones. Et nous aurons tout à l'heure une discussion dédiée sur ce sujet qui est un des éléments déterminants de la résistance actuelle de l'Ukraine et déterminant pour les succès à venir. Cet accord est la démonstration de la volonté française de mettre son excellence industrielle et technologique au service de la défense de l'Ukraine et donc de l'Europe. Cette même détermination à agir était aussi au cœur de notre visite conjointe au quartier général de la force multinationale pour l'Ukraine, qui est fonctionnelle depuis plusieurs semaines et basée à Paris avec un commandement franco-britannique. Ce quartier général est issu du travail que nous menons sur les garanties de sécurité dans le cadre de la coalition des volontaires, qui est née, comme je le rappelais, en février dernier à Paris et coprésidée par le Royaume-Uni et la France. Ceci montre combien ces différents sommets ont conduit à une planification précise, mais surtout à la consolidation maintenant d'une équipe d'une 60aine de planificateurs intégrés qui travaillent ensemble à Paris et qui sont parmi les 34 nations, les 25 qui ont acté et décidé des contributions concrètes. L'objectif reste de déployer une force de réassurance en retrait de la ligne de contact et une fois le cessez-le-feu acquis pour contribuer à sécuriser la souveraineté ukrainienne, mais aussi de soutenir la régénération des forces armées ukrainiennes dans toutes leurs capacités pour dissuader toute nouvelle agression russe le jour où une paix sera signée ou un cessez-le-feu sera obtenu. Je veux ici dire, et les échanges que nous avons eus l'ont montré, que nous sommes prêts, que les travaux avancent à marche forcée et que nous aurons d'ici Noël une étape nouvelle décisive de franchie en la matière. Et donc, au fond, les accords d'aujourd'hui et notre visite a acté le fait que nous sommes prêts à continuer à aider l'Ukraine à résister, mais aussi à se préparer à la suite. Et par les livraisons capacitaires et les engagements que nous avons pris, comme par les travaux de planification, nous avons montré que du court terme jusqu'aux années à venir, nous nous mettons en situation d'être aux côtés de l'Ukraine. Notre soutien ne se limite pas au champ militaire, il est aussi civil, économique et humanitaire. Et je me félicite à cet égard de la signature à l'instant de l'accord intergouvernemental sur le renforcement de la coopération bilatérale couvrant toute une série de secteurs stratégiques, allant de l'énergie au transport en passant par l'eau et la défense, et un accord permettant de renouveler le fonds de soutien aux infrastructures critiques.
Je me félicite également de la signature entre Alstom et la Société des chemins de fer ukrainiens OUZ d'un contrat de 475 millions d'euros pour la fourniture de 55 locomotives à l'Ukraine, avec un financement de la BIRD et de la Banque mondiale. Ces locomotives, qui seront fabriquées dans le territoire de Belfort, sont une autre manifestation concrète de notre partenariat économique et stratégique dans la durée, en soutien à un acteur clé, justement, de la résistance ukrainienne. Nous aurons par ailleurs des échanges avec le président Zelensky pour continuer à créer les conditions d'un cessez-le-feu et d'une paix juste et durable, selon 2 lignes d'effort: le renforcement de soutien à l'Ukraine et le renforcement de la pression sur la Russie, tant qu'elle persistera dans son refus de la paix. Au niveau européen, nous continuons notre travail pour répondre aux besoins financiers urgents de l'Ukraine pour les 2 prochaines années, comme s'y est engagé le Conseil européen le 23 octobre. Les discussions se poursuivent sur un prêt dit de réparation. Il y a un chemin dans le respect du droit international et nous continuons à travailler pour garantir un partage des risques avec nos partenaires internationaux, notamment au sein du G7. Nous travaillons aussi aux conditions de notre soutien, s'agissant notamment de l'utilisation qui sera faite des fonds, qui doivent permettre de soutenir les efforts militaires et de défense de l'Ukraine, en renforçant l'intégration des bases industrielles et de défense européennes et ukrainiennes, avec des critères clairs de préférence européenne. Le soutien aux dépenses budgétaires ukrainiennes devra aussi être assorti de conditionnalités robustes. Au-delà, l'Union européenne devra continuer d'apporter à l'Ukraine un soutien financier prévisible et stable à long terme. Nous y parviendrons, y compris s'il le faut en explorant les voies nouvelles, comme nous avons su le faire dans d'autres cas quand la situation l'exigeait. Je pense en particulier à l'endettement commun dans le contexte de la pandémie. Ce sera à la fois un signal fort en soutien à l'Ukraine et en direction de la Russie, qui ne doit pas croire qu'elle peut miser sur la fatigue des Européens. Nous sommes aussi déterminés à continuer de renforcer nos sanctions contre la Russie, en lien avec les États-Unis, afin d'affaiblir sa capacité à poursuivre son effort de guerre. Cela vaut aussi pour la flotte fantôme, contre laquelle, vous le savez, nous restons mobilisés, avec le souci de continuer à mieux nous coordonner pour entraver son fonctionnement. Je voudrais conclure en soulignant une nouvelle fois que l'Ukraine appartient à la famille européenne, non seulement par sa géographie, mais par ses valeurs, son histoire et son courage. Le chemin vers l'Union européenne sera exigeant. Il supposera des efforts et des réformes profondes, notamment en matière d'état de droit, de transparence, de gouvernance, de lutte contre la corruption. J'ai confiance dans la détermination du peuple ukrainien à les mener à bien et j'ai confiance dans le président Zelensky pour le faire. La France accompagnera ce processus avec constance, exigence, confiance et franchise, parce qu'une Ukraine forte, démocratique et intégrée à l'Union rendra l'Europe plus forte elle aussi. Monsieur le Président, cher Volodymyr, je veux ici vous redire, à travers vous aussi au peuple ukrainien, que la France reste à vos côtés. Ensemble, avec nos partenaires, nous continuerons d'agir en faveur de la paix, d'une paix juste, durable, conforme au droit international, assurant la sécurité d'une Ukraine souveraine, indépendante, libre et européenne. Merci à vous et merci d'être là à nouveau à Paris. Je vous remercie beaucoup, cher Emmanuel. Je te remercie tout d'abord, cher Monsieur le Président, pour ces paroles chaleureuses, pour ce soutien. Tu es aux côtés de l'Ukraine dès le début et je te suis très reconnaissant pour cela. Aussi bien moi que les Ukrainiens et l'Ukraine tout entière respectent la France, le peuple français et toi en personne. Merci encore une fois pour tout ce soutien que ton État, ton peuple et toi personnellement que vous nous avez apporté, dont vous avez fait preuve depuis le début de cette guerre, au jour le jour, malgré tout. Je te remercie beaucoup. Chers présents, journalistes, mesdames et messieurs, chère France. Vous savez, je suis reconnaissant au président du fait que la France est aux côtés de l'Ukraine et que l'Ukraine n'est pas seule dans sa défense. Et c'est pour ça que nous pouvons compter sur la fin de cette guerre
car nos amis sont à nos côtés. La France est notre ami et nous pouvons escompter sur la fin digne de la guerre. Poutine travaille contre l'Ukraine depuis des années, les années de guerre hybride, les années de guerre à grande échelle. La Russie a beaucoup de ressources et ne compte pas ses pertes humaines. Elle cause des frappes constantes, mais nous faisons tout pour nous défendre. La France ainsi que l'Europe libre est à nos côtés. Les États-Unis nous aident ainsi que d'autres pays du monde, depuis le Canada jusqu'aux pays d'Asie, du Japon aux pays de l'Amérique latine. Nous avons créé une des plus grandes coalitions de protection de la vie et je remercie Emmanuel pour cela, mais également tous les partenaires, ces coalitions fortes qui n'ont jamais existé jusque-là. L'Ukraine a donné cette impulsion qui a réuni l'impulsion à l'Europe et au monde. Et nous recevons une aide grâce justement à cette unité et c'est pour cela que nous pouvons abattre les missiles russes, nous pouvons arrêter les assauts quotidiens russes au front, nous restaurons notre énergie. C'est très difficile, c'est très compliqué, mais nous parvenons à restaurer nos infrastructures lorsque la Russie les détruit. L'essentiel, c'est que nous donnons de l'espoir aux autres nations. L'espoir que la Russie ne parviendrait pas à faire de la guerre la norme de la vie, de déportation. L'Ukraine n'est pas seule dans sa défense, elle n'est pas abandonnée. Et la France sait très bien à quel point c'est important pour nous, à quel point les paroles qui viennent d'être prononcées et les paroles qui avaient été entendues en France en 1940, le 18 juin, de la part du général de Gaulle. Les défenseurs ne doivent pas être seuls. Et je te remercie, Emmanuel, de cette aide efficace et pratique de la France et qui nous apporte réellement de la force et de l'espoir. Aujourd'hui, notre rencontre nous aide dans notre défense, nous apporte des éléments pratiques et forts. Donc la préparation des accords et la signature de ces accords, ce sont des documents importants quant au renforcement substantiel de nos capacités de défense et, en premier lieu, l'Ukraine pourra recevoir 100 avions Rafale F-4, des radars français, 8 systèmes de défense antiaérienne, SAMTI, 6 systèmes de lancement. Donc, bon, ce sont peut-être des détails très techniques, mais c'est très important pour nous. Chaque système de lancement, c'est la protection de vie en Ukraine. C'est très important et nécessaire. Les missiles indispensables pour notre défense, les bombes téléguidées. Et je tiens à souligner nos accords et cet accord stratégique qui va fonctionner sur 10 ans à partir de l'année prochaine. Nous sommes conscients des bases de cet accord, des bases politiques, financières, industrielles. C'est un accord historique et nous apprécions beaucoup ce soutien de la France afin d'obtenir la sécurité garantie en Europe. Ensuite, nous nous sommes rencontrés aujourd'hui avec le président français, avec les représentants des entreprises de défense. Nous sommes très reconnaissants pour cette rencontre. Nous avons pu discuter des détails concret de cette coopération technologique, mais surtout nous avons donné l'axe, la direction. Nous allons augmenter ensemble le potentiel technologique et industriel de la France et de l'Ukraine. Ce n'est pas que de la défense, c'est aussi une question de la vie. Ce sont des emplois pour nos concitoyens, sur le développement des entreprises, sur le développement des collectivités. Troisièmement, nous renforçons notre logistique, nous renforçons les réseaux de transport en Ukraine et nous avons un autre accord très important sur l'acquisition de 55 voitures porteuses et c'est important pour nos chemins de fer et entre le chemin de fer ukrainien et Alstom.
et nous sommes résolus à poursuivre cette coopération avec la France. Nous commençons aujourd'hui un chemin de sécurité très important. Je suis persuadée que nous parviendrons à des résultats importants pour nous. Je te remercie, Emmanuel. Nous remercions encore une fois la France et je remercie pour ce nouveau paquet de défense qui est en préparation pour la fin de l'année, qui renforcera bien évidemment l'Ukraine. Et nous en discuterons en détail et nous verrons comment nous pourrons activer le processus diplomatique, le processus de pression afin de créer des conditions nécessaires pour l'Ukraine, la paix digne pour l'Ukraine et pour l'Europe. Il y a des choses importantes, des idées importantes, des propositions dont nous devons discuter avec Emmanuel. Je suis certain que l'Ukraine doit être forte, paisible, et c'est comme ça que les choses vont se terminer grâce à nos partenaires tels qu'Emmanuel. Merci pour cette invitation, merci pour les résultats de cette visite et gloire à l'Ukraine. Monsieur le Président, bonjour. Tarek Kaye pour France 24. Une question justement sur les Rafales. Peut-être si vous pouvez nous donner quelques détails supplémentaires sur le financement qui paiera justement et à quel horizon verrons-nous justement les premiers Rafales voler dans le ciel ukrainien. Et est-ce que cette annonce n'arrive pas un peu trop tard au vu de la situation sur le terrain? Et peut-être une dernière question, en montant peut-être d'un cran supplémentaire et très significatif, cela ne risque-t-il pas de faire de la France peut-être un pays co-belligérant? Craignez-vous justement de potentielles représailles russes? Merci. Non, et vous voyez combien les deux parties de votre question montrent qu'il est toujours trop tôt, toujours trop tard pour aider l'Ukraine. Je pense que c'était le bon moment de le faire. Vous savez que nous avons déjà déployé des Mirage 2000 et que nous appelons d'ailleurs tous ceux qui en utilisent à coopérer et avoir ce soutien. Après d'ailleurs qu'il y ait eu aussi d'autres avions de combat, d'autres capacités déployées par d'autres partenaires. Et donc il y a aujourd'hui dans l'aviation ukrainienne des soutiens qui ont été faits par différentes nations avec des capacités des uns et des autres. Ce sont des capacités de défense de l'espace aérien ukrainien. Elles viennent compléter nos dispositifs antimissiles. Elles sont pertinentes et nécessaires. Le contrat que nous avons signé aujourd'hui s'inscrit dans un autre espace de temps, celui de la régénération de l'armée ukrainienne dans l'avenir. Et du fait que pour qu'une paix signée, que nous espérons le plus tôt possible, soit robuste et durable, il faut avoir une armée ukrainienne qui soit en capacité de dissuader toute nouvelle incursion. Et c'est dans ce contexte-là que plusieurs pays, la Suède l'a fait avec d'autres capacités, nous signons ces accords qui ont vocation à doter l'armée ukrainienne de demain de capacités propres de défense pour son espace aérien. Rappelez-vous, il y a maintenant près de 4 ans, la première demande qui était celle du président Zelensky, c'était justement de préserver son espace aérien. Eh bien, nous devons, le jour où la paix est signée, au-delà de ce que nous faisons chaque jour, avec nos propres capacités et ce que nous lui donnons la capacité de faire, de reconstituer, de régénérer une armée, en particulier une armée de l'air, qui puisse dissuader toute nouvelle incursion et protéger son espace aérien. C'est l'objectif de cet accord qui va donc se déployer sur plusieurs années, avec également de la formation. Les financements viendront avec cet accord en fonction de la manière dont ils seront appelés. Aujourd'hui, comment nous finançons notre soutien à l'Ukraine? Nous le finançons avec pour partie nos contributions propres, c'est dans la loi de programmation militaire, avec les instruments que nous déployons au niveau européen. Par exemple, les bombes guidées que j'évoquais sont financées avec la Facilité européenne de paix. Nous avons négocié en européen. Et là, nous avons des nouveaux programmes, le programme dit SAFE, auquel nous avons réservé une préférence européenne. Nous avons le programme dit ERA, qui a été conçu avec les intérêts tirés des avoirs gelés russes au niveau du G7, qui permet aussi de financer des capacités militaires et doit venir. Et les financements qu'on va dégager au niveau européen doivent être mobilisés là-dessus. Voilà, donc ça vient en complément de ce qui a été fait dans la durée. Les financements viendront en fonction du déploiement et utiliseront nos mécanismes communs. Et au fond, c'est aussi pour nous, Français, notre intérêt d'aller sur de tels programmes.
Parce qu'à partir du moment où nous mobilisons les financements qui permettent de soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine, il est plus pertinent pour nous de nous mettre en situation d'avoir des capacités européennes à mettre en face. Sinon, nous nous metterions collectivement en situation d'avoir de financements européens pour acquérir des matériels américains. Ce qui vous en conviendrait n'est sans doute pas ce qui est le plus pertinent pour nous. Irina Kondratiuk, TSN 1+1. Вітаю, пане президенте, запитання до вас. Bonjour, Monsieur le Président. Nous avons entendu ce que la France peut donner, ce que nous allons acquérir. Je voudrais entendre de votre part, Monsieur le Président, de quoi nous avons vraiment besoin pour éviter les nouvelles attaques russes et préserver ce que nous avons déjà. Est-ce que tout ce que nous avons demandé a été entendu et accepté? Je vous remercie. Tout d'abord, je ne vais pas énumérer un par un. Nous n'allons pas préparer nos ennemis pour qu'ils comprennent tout ce que nous recevons de nos amis, donc les missiles, le nombre de ce qu'on peut dire, nous disons, ce que nous ne pouvons pas dire, eh bien nous le taisons. Certaines choses, nous en parlerons un peu plus tard, lorsque ces équipements seront déjà sur notre territoire, car la logistique des livraisons est aussi donc une cible potentielle. Il y a donc un paquet important de défense, de soutien de l'Ukraine. Il y a des Rafales et je suis persuadée qu'il s'agit d'une décision historique. On peut nous renforcer. Eh bien, c'est une flotte très importante que nous aurons. Les pilotes, par exemple, qui ont déjà étudié et travaillé sur les Mirages, eh bien, nous savons qu'il ne leur faudrait pas un an pour acquérir les compétences pour les Rafales, donc ils pourront donc acquérir les compétences beaucoup plus vite. Et bien, il y a beaucoup d'autres aspects. Ensuite, nous parlons de nouvelle génération de SAMP-T. Nous les avons déjà et je remercie Emmanuel, mais la nouvelle génération, c'est un niveau très important, très sérieux. Vous savez que nous travaillons avec les Patriotes contre les missiles balistiques. Donc le SAMP-T, la nouvelle génération, va travailler contre les missiles balistiques, notre ennemi. Je ne peux pas vous donner des dates de livraison de ces produits qui sont bien évidemment très, très importants pour nous. Hello, Mr. President Zelensky. Dounia Tengour, journaliste politique pour CNews. Après des années de guerre et la perte de nombreux hommes, l'achat de Rafale aujourd'hui, la paix semble s'éloigner, vous l'avez dit. Et pensez-vous qu'il est possible de contraindre la Russie à cette paix, coûte que coûte? Si oui, comment et quel rôle jouerait la France? En 2027, vous le savez, Monsieur le Président, vous ne serez plus à l'Élysée. Et on sait que le soutien à l'Ukraine vous tient à cœur. Et pensez-vous que ce soutien, comment se traduira ce soutien à l'Ukraine après votre départ? Et pourra-t-il se poursuivre avec des successeurs qui ont des idées et peut-être un engagement moins important que le vôtre? D'abord, à chaque jour suffit sa peine. Et j'espère que la paix sera obtenue avant 2027. Et je pense que les derniers mois ont été marqués par des décisions qui ont été de véritables tournants. Je pense que d'avoir les Européens unis avec les États-Unis d'Amérique et des partenaires clés et mettant la pression sur la Russie était déterminant. Et les décisions de sanctions que les États-Unis ont prises contre les principaux financeurs de l'effort de guerre, c'est-à-dire les deux grandes compagnies d'hydrocarbures russes, est un tournant qui va commencer à produire ses effets en même temps que nous renforçons nos actions contre la flotte fantôme russe qui finance plus du tiers de cet effort de guerre russe. Et donc au total, je pense qu'on a ces dernières semaines changé la donne en termes de pression. Il y a maintenant engagé à poursuivre cette pression et ce dialogue en lien avec les États-Unis d'Amérique. Et donc je pense que tout ce que nous faisons là, c'est ce qui permet de résister d'abord pour une partie des capacités à court terme. Mais beaucoup des décisions, y compris capacitaires, prises aujourd'hui, ce sont celles qui sont indispensables pour préparer une paix crédible. Et c'est ce qui est important de comprendre. C'est qu'il n'y aura pas de paix robuste et durable qui puisse être acceptée s'il n'y a pas une armée ukrainienne forte et des forces de réassurance. Parce que nous sommes instruits par ce qui s'est passé en février 2022 ou par ce qui s'est passé en 2014.
Si l'Ukraine n'est pas forte et crédible, la Russie violera les engagements qu'elle a elle-même pris. C'est pour ça que nous faisons tout ça. Donc je suis, pour ma part, toujours aussi déterminé à obtenir cette paix. Je pense qu'il faut continuer d'accroître la pression, comme nous le faisons par les sanctions et par la lutte contre la flambe fantôme, et en continuant d'engager davantage de partenaires. Ensuite, c'est dans chacun des pays de l'Union européenne et au-delà, un débat démocratique. Moi, je note que dans d'autres démocraties, et pas des moindres, où des candidats avaient dit que les choses s'arrêteraient en 24 heures et qu'il fallait peut-être plus soutenir l'Ukraine, la confrontation à la réalité peut changer la donne. Et les idées, quand on les regarde de près, qu'elles deviennent plus concrètes, changent un peu. Et je m'en félicite. Et donc je pense que ce qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique devrait en inspirer beaucoup et les rendre moins péremptoires. Bonjour, доброго дня. Lydia Taran, Ukrinform. Bonjour, Lydia Taran, Ukrinform. Monsieur le Président, est-ce que vous avez levé la question de prêts de réparation avec le président Macron? Je pense que oui. Est-ce que les pourparlers sur le sujet sont avancés? Est-ce que nous pouvons dire que l'accord qui a été signé sur plusieurs années, qui promet beaucoup, contient-il l'utilisation de ces moyens pour l'acquisition de l'équipement militaire? Et bien évidemment, je ne peux pas ne pas vous poser la question, est-ce que jusqu'à présent, suffisamment de choses, des mesures ont été prises pour épurer notre système de corruption, et quelles seraient les mesures suivantes à prendre? Je vous remercie de votre question. En ce qui concerne le financement, le président Macron en a parlé. Il y a un programme SAFE et le programme ERA. SAFE est davantage utilisé pour la coproduction, et même dans le programme de Rafale, nous étudions la possibilité, si techniquement nous sommes prêts, à un moment donné, de procéder à une coproduction d'une partie de ces avions. Effectivement, il s'agit d'une question très importante pour nous, y compris aussi la coproduction des drones, et nous souhaitons et nous allons utiliser le programme SAFE dans ce domaine. En ce qui concerne les avoirs gelés, bien évidemment, nous avons dit que nous escomptons, et je pense que nous parviendrons à trouver une solution afin d'utiliser les actifs russes, notamment pour le paquet européen de défense pour la production ukrainienne, mais aussi donc pour les systèmes de défense antiaérienne provenant des États-Unis. Donc je pense que ce serait juste d'utiliser les actifs gelés pour les projets dont nous avons parlé aujourd'hui avec le président Macron. Est-ce que c'est suffisant? Non. Ce n'est pas suffisant. Nous allons continuer à travailler dans cette direction. Je vous remercie. Voilà, pour cette conférence de presse donc conjointe organisée à l'Élysée entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, que vous venez de vivre en direct à nos côtés. On va évidemment retenir que la France a réitéré son plein soutien. Elle le fait aujourd'hui, un plein soutien à son ami et allié ukrainien. La France restera à vos côtés, a dit le chef de l'État français. Nous sommes prêts à continuer à aider l'Ukraine. Nous sommes prêts aussi à la suite, a dit le chef de l'État français, donc, qui concrétisait l'annonce de la journée, la livraison possible jusqu'à 100 rafales français à l'armée ukrainienne. Juste un mot, là, le président ukrainien, on lui a posé la question du fléau de la corruption dans son propre pays, qui l'entache d'ailleurs et qui est susceptible d'entacher sa crédibilité pendant cette tournée européenne. Il n'a pas répondu à l'instant. Il n'a pas répondu parce que je crois que
D'abord, il s'est rendu compte, vous vous rappelez ce mouvement il y a quelques mois où il avait voulu, disons, mettre un peu au pas les organismes de lutte anticorruption. Il s'est rendu compte très vite qu'il faisait une erreur politique absolument majeure. Là, vous avez eu le scandale qui touchait un certain nombre de proches. Le président Zelensky a agi extrêmement vite. C'est aussi un argument, évidemment, qui est repris très fortement par les Russes, mais vous voyez, avec une sorte d'absence de sincérité totale. Il n'a pas lieu d'être pour vous aujourd'hui, cette affaire ? Je pense que, disons que c'est un point de vigilance très grand de la société civile. Moi, je le vois, chaque fois que je vais en Ukraine, tous les gens que je connais, les activistes de la société civile, ceux qui soutiennent l'Ukraine, qui sont les premiers pour, si vous voulez, par exemple, la saisie des avoirs gelés russes, qui militent et qui font du lobbying auprès des pays européens pour le soutien militaire, ce sont les mêmes qui sont en pointe dans les organisations anticorruption. Ce sont les mêmes, y compris beaucoup d'amis personnellement, qui ont manifesté quand il y a eu la tentative de mettre au pas ces agences-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que disent ces personnes? Elles le disent très clairement, il faut maintenir la pression. La société civile ukrainienne ne laissera pas faire parce que c'est inacceptable. Et en même temps, ils disent, oui, mais faisons aussi très attention à ce que disent les Russes. Il faut savoir quand même que la Russie, c'est aujourd'hui le pays qui est 154e sur la liste des pays les plus corrompus au monde. L'Ukraine, c'est 104. La Russie a régressé entre 2014 et 2024, a régressé de 20 places. L'Ukraine a augmenté de 45 places. C'est aussi cette réalité-là. On ne va pas supprimer tous les problèmes, je dirais, de la corruption interne. On ne va pas les supprimer en 3 jours. Maintenant, c'est un sujet absolument majeur. Il faut agir beaucoup plus fort. Je crois que le président Zelensky a souffert en termes de popularité de cette tentative, effectivement très maladroite. Donc, il faut maintenir la pression. Mais faisons aussi attention à ne pas penser que c'est cette société ukrainienne-là qui est profondément corrompue dans sa chair. La société russe l'est quand même de manière, encore une fois, incomparablement supérieur. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette séquence-là, l'explication de texte du chef de l'État français, notamment après l'annonce de cette possible livraison? On lui parle de contrat, déjà contrat avec l'Ukraine, livraison de 100 Rafale, entre autres. Alors, c'est une très bonne nouvelle, parce que nous étions quand même assez nombreux à demander à ce que des Rafales soient livrés à l'Ukraine beaucoup plus vite. Bon, c'est un peu tard. Deuxièmement, le vrai sujet, c'est qu'on sait très bien, d'ailleurs le président de la République l'a clairement dit, ils ne vont pas être livrés tout de suite, c'est un projet de long terme. Donc, le vrai jusqu'à sujet, 10 ans, hein, on peut le lire. Hein. Voilà, exactement. Sachant qu'il faut 3, on produit 3 Rafales. On pourra peut-être avoir un an, mais peut-être qu'il y a aussi comme un certain nombre de pilotes qui secrètement ont déjà été formés, hein, soyons parfaitement clairs. Le vrai sujet, c'est la livraison. Voilà. Et là, il n'a pas du tout été question, si vous voulez, de capacité de sauter en quelque sorte les étapes. Donc ça, c'est inquiétant. Ce qui veut dire que ce serait sur le long cours, du coup. Parce qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs qui nous regardent, c'est qu'il y a d'autres pays qui ont déjà passé commande depuis longtemps et qui attendent toujours leur Rafale. Toujours, voilà, c'est un sujet. Et en revanche, l'Ukraine, encore une fois, en a besoin aujourd'hui. Elle en a besoin pour frapper en profondeur le territoire russe. Elle en a besoin pour arrêter les missiles. Voilà. Et puis, elle en a aussi besoin elle en aurait besoin sur le champ de bataille, parce que des avions comme ça, pour frapper, si vous voulez, dans l'arrière du dispositif ennemi, ce serait nécessaire. Et donc ça, c'est si vous voulez, la limite de tout cela. L'autre limite, me semble-t-il, c'est que je comprends évidemment que le président de la République, et d'ailleurs le président Zelensky aussi, soit très attaché à ce discours sur la paix. Quand le président de la République dit qu'il pense voir la paix et un accord avant 2027, c'est-à-dire son départ de l'Élysée. Ça vous paraît surréaliste? Ça me paraît totalement surréaliste, d'abord parce que Poutine ne veut pas la paix, il continuera la guerre jusqu'au bout, quoi qu'il advienne, et qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est alors même qu'il n'y a pas de possibilité de paix avec la Russie, soyons parfaitement clairs, sauf avec une Russie totalement vaincue, c'est comment est-ce qu'on monte en puissance pour aujourd'hui aider l'Ukraine beaucoup plus que nous le faisons. Et ça, c'est un sujet immédiat. Et c'est comme ça qu'il explique, d'ailleurs, le chef de l'État. Il dit aujourd'hui, par ce contrat et par cette possibilité de livrer 100 Rafales à l'Ukraine, on régénère l'armée ukrainienne. Alors, une armée ukrainienne qui se montre forte, ça dissuade les Russes d'aller plus loin. Voilà, ça bien sûr, mais sauf que ça, c'est placé dans une perspective qui est à long terme. Dans l'immédiat, si vous voulez, vous avez les assauts russes, vous avez les assassinats réguliers de civils, vous avez les tortures dans les territoires occupés, vous avez les déportations d'enfants, et je dirais là-dessus, je pense que c'est quand même à nous de nous engager plus directement. Je pense qu'il y aura un jour où nous aurons compris, nous Européens, que nous ne gagnons pas la guerre à un certain moment en ne la faisant pas. Et je pense qu'il faudra qu'il y ait un moment donné où les Européens, et je sais que c'est très difficile, il faudra l'expliquer aux opinions publiques, devront d'une manière
ou une autre, probablement avec des moyens aériens et pas des troupes au sol, s'engager directement dans cette guerre. Aujourd'hui, on a appris que le Premier ministre polonais s'était rendu sur un site où avait eu lieu un acte de sabotage sans précédent, nous dit la Pologne, sur une voie ferrée justement qui relie la Pologne et l'Ukraine. Ça, c'est le quotidien du terrain. Voilà, exactement. Et je crois qu'on peut tout à fait penser. D'ailleurs, il y a eu aussi en Pologne, notamment, et dans d'autres pays européens, des incendies volontaires sur des chambres, sur des magasins, des grands magasins. Et ça, c'est aussi quelque chose de très grave. Vous avez eu des assassinats ciblés. Vous pouvez avoir, et à nouveau, des attaques terroristes qui viennent sur le sol européen, en France notamment, en Allemagne, en Pologne, qui sont fomentées de manière indirecte, parce que ça ne va pas être nécessairement des acteurs russes qui vont le faire, mais fomentées par les Russes. Vous pouvez avoir une multiplication des cyberattaques, des attaques contre les infrastructures énergétiques, des attaques contre les infrastructures ferroviaires, contre les systèmes de signalisation routière. Encore une fois, les Russes, je dirais, sont déjà de fait en guerre contre nous. Et ils le seront de plus en plus. Et la France, par rapport à ce qui vient de se passer en Pologne, avec les conséquences sur une possible déraillement de train, c'est quelque chose qui peut parfaitement arriver chez nous. Donc, et je crois que tous les services de renseignement le disent clairement. Quand vous voyez les déclarations du chef d'état-major passé et du chef d'état-major actuel, ils tire la sonnette d'alarme sur ce qui peut se passer aujourd'hui. Et donc, nous sommes confrontés directement à cette guerre. Et il faut arrêter de penser qu'un jour, on va pouvoir faire la paix avec la Russie. Ça, c'est la grande illusion. Un mot du terrain, peut-être, Nicolas Tenzer. Après ces annonces-là à l'Élysée qu'on vient de suivre en direct, les Russes, il ne se passe pas une journée sans que la Russe ne revendique une nouvelle prise. Hier, 2 villes près de Zaporijjia, aujourd'hui dans le Donbass, près de Pokrovsk. À quel point ils avancent, les Russes, aujourd'hui? On parle de lente avancée. C'est une avancée lente, mais c'est effectivement, une avancée certaine. Depuis quelques semaines, une avancée relativement régulière, avec, encore une fois, des pertes considérables, parce que Poutine se moque complètement de la vie humaine, pas seulement des Ukrainiens, mais de ses propres hommes. Il faut voir que les pertes par centimètre carré d'avancée sont absolument effroyables. Mais ça a toujours été, c'était déjà le cas du temps de Staline, dans, la tactique des dirigeants politiques russes, se moquer complètement de ces... Mais c'est ça la réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parlait des mirages tout à l'heure, on en aurait besoin aujourd'hui. On en aurait besoin aujourd'hui. On aurait quand même besoin aussi des missiles à longue portée pour frapper encore plus que les Ukrainiens ne le font. Ils le font déjà avec un grand succès, mais par eux-mêmes, par leur propre génie, je dirais, technologique et militaire. Ils frappent les infrastructures énergétiques, ils frappent déjà un certain nombre aussi d'infrastructures militaires. Mais si nous, Européens, nous donnions plus de capacités pour les Ukrainiens de le faire, c'est-à-dire de manière beaucoup plus immédiate, à la fois des avions, des missiles à longue portée pour frapper, encore une fois, des cibles russes, je dirais, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors quoi, Nicolas Tenzer, si j'entends votre discours et j'essaie d'aller au-delà, on nous annonce aujourd'hui une possible livraison de Rafale et d'armement, un renfort d'armes dans les années qui viennent. C'est trop tard, vous nous dites aujourd'hui. Il faut des moyens maintenant. Il faut des moyens maintenant au vu de ce qui se passe sur le terrain. Exactement. Donc quoi? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les Russes vont continuer de progresser? Alors, encore une fois, les Russes, ils sont aujourd'hui... Alors, ils continuent à progresser, mais l'Ukraine n'est pas prête de s'effondrer non plus. C'est-à-dire que l'Ukraine résiste, Je veux dire, Pokrovsk, moi je me rappelle des émissions de télévision où déjà il y a 8 mois, 9 mois, où on disait c'est une question de jours ou de semaines. Il y a 9 mois. Aujourd'hui, Pokrovsk n'est pas tombée. Je ne dis pas qu'elle ne va pas tomber, parce que ça, c'est malheureusement quelque chose qui peut fortement arriver, compte tenu, encore une fois, de la nouvelle tactique russe qui s'infiltre par petits groupes, qui donne effectivement des moyens terribles. Mais, encore une fois, je trouve que nous, Européens, globalement, d'un côté, effectivement, nous faisons des bonnes choses, comme ce contrat sur les Rafales, mais d'un autre côté, je pense que nous restons irresponsables. Nous restons irresponsables tout simplement parce que nous n'allons pas jusqu'au bout. Nous n'allons pas jusqu'au bout, nous n'allons pas assez vite. Rappelez-vous, le même Emmanuel Macron, il avait totalement raison, parlait d'un passage en économie de guerre. C'était à Eurosatory, c'était en juin 2022, il le disait déjà. Où est-ce que les pays européens en sont aujourd'hui ? Nous ne sommes pas passés en économie de guerre. La Russie, elle, est en économie de guerre. Alors c'est une économie totalement inefficace. On a fait beaucoup, mais pas assez, c'est ça que vous êtes en train de dire ? Parce qu'on a quand même fait beaucoup. On a fait à la fois beaucoup. Vu d'où on partait, on a fait beaucoup. Les Américains, nous avons fait plus que les Américains. C'est-à-dire qu'en termes de, si vous voulez, de dépenses consacrées au soutien militaire à l'Ukraine, c'est beaucoup plus l'Europe. Donc il faut encore une fois le reconnaître. En même temps, c'est 0,1% du PIB. Quelqu'un avait calculé, ça représente par exemple pour chaque Français ou chaque Allemand ou Espagnol, ça représente un café par mois.
C'est ça que nous donnons aux Ukrainiens. Et alors qu'ils sont, comme le président d'ailleurs de la République l'a rappelé, c'est la ligne de front de défense de l'Europe. Est-ce que véritablement c'est raisonnable et suffisant? Ma réponse est non. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce que l'on voit, dans ce qu'on assiste aujourd'hui, là, cette séquence à l'Elysée avec ces annonces que les Américains, on compte plus du tout sur eux? Ça y est, on a tiré un trait là-dessus? Je pense malheureusement que les Américains, de toute manière, n'aideront jamais l'Ukraine de manière massive. Alors du temps de Joe Biden, ils étaient restés d'ailleurs, soyons clairs, à mi-chemin. Puisqu'ils avaient toujours, rappelez-vous, différé la livraison d'avions, l'acceptation de livrer des avions. Ils ne l'ont pas fait d'ailleurs eux-mêmes, mais l'acceptation que d'autres pays livrent leurs avions. Ils n'ont jamais livré des missiles à longue portée, sauf dans les dernières semaines de la présidence Biden. Il y avait toujours cette peur, notamment du conseiller national de sécurité. Je me rappelle une discussion que j'avais eue avec lui à Vilnius, au sommet de l'OTAN, en juillet 2023, de dire « Oh là là, mais il ne faudrait surtout pas risquer une guerre avec la Russie », invoquant cette notion qui n'existe pas juridiquement de co-belligérance. Et puis avec Trump, on a eu, vous savez, les mouvements de stop and go perpétuels. C'est-à-dire un jour, effectivement, il blâme Zelensky. L'autre jour, il dit « Ah, mais je ne suis pas content près de Poutine ». Le lendemain, il reblâme Zelensky. La réalité, c'est que vous avez une sorte de loi de la plus grande pente qui est quand même une forme de collusion idéologique entre Trump et Poutine. Et c'est pour ça que les Tomahawks, par exemple, les missiles à très longue portée, il n'en est pas question. On peut être content que les Européens aient réussi probablement à convaincre le président américain de ne pas abandonner l'aide en termes de renseignement militaire. Et ça, c'est déjà quelque chose. Mais ça vaut ce que ça vaut. Hein. On sait que ça peut s'arrêter du jour au lendemain aussi. Ça peut s'arrêter. Donc aujourd'hui, de toute manière, vous savez, moi, quand je discute avec les Ukrainiens, moi, je me rappelle déjà ce que me disait un vice-ministre de la Défense. C'était en 2023, lors d'une de mes visites en Ukraine. Il me disait, mais vous savez, d'une manière ou d'une autre, nous savons une chose, c'est que, in fine, à la fin des fins, nous ne pourrons compter que sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que les Ukrainiens, avec leur programme de drones, avec leur programme de missiles à longue portée Flamingo, capables d'atteindre des cibles à 2000 km. Ils ont réinventé le cours de la guerre, les Ukrainiens, notamment avec les drones, eux qui produisent aujourd'hui 90% des drones qui sont utilisés dans cette guerre. Il va d'ailleurs en être question là, cet après-midi, ce sera la prochaine séquence et on va peut-être clôturer là-dessus. Nicolas Tenzer, je crois qu'il est question justement que l'Ukraine partage son savoir-faire avec le reste des Européens. C'est un peu un gagnant-gagnant. Bien sûr, d'ailleurs les Polonais ont déjà commencé à le faire avec les Ukrainiens et à la demande des Polonais il y a à peu près un mois. Là, les Français vont le faire, mais les Ukrainiens, c'est une nation qui a beaucoup à nous apprendre sur le plan militaire, sur le plan technologique aussi. Je veux dire, les capacités de drones militaires en Ukraine, ce sont les premières du monde. Pas seulement en termes de fabrication, 4 millions de drones cette année, mais aussi en termes, si vous voulez, d'innovation technologique. Donc, ils vont nous apprendre des choses. Et en plus, il faut voir que les drones ukrainiens sont fabriqués à un coût qui est nettement inférieur à celui de notre propre production de drones. Donc voilà, l'Ukraine nous apprend des choses. Et c'est pour ça que, vous savez, il y a certaines grandes discussions depuis longtemps. Est-ce que l'Ukraine doit entrer dans l'OTAN? Ma réponse est oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dirais, il faudrait remercier l'Ukraine d'accepter d'entrer dans l'OTAN parce que l'Ukraine sera un atout considérable à la sécurité européenne. Merci beaucoup Nicolas Tenzer d'avoir été l'invité de l'Info du jour. On va évidemment continuer à aborder cette séquence franco-ukrainienne. Aujourd'hui, restez à nos côtés dans quelques instants. Ce sera le Club France 24. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci bien.